Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au problème de l'entrisme des pseudosciences et des fake med dans le monde académique. Et je vais vous lire un billet que je viens de publier sur la Monasteriste, qui n'est pas celui qui apparaît à l'écran, qui sera celui-ci qui n'est pas encore publié au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais du coup, hier, j'ai publié celui-ci qui pose un peu les bases. C'est un article qui critique un papier publié en 2023, les pratiques de soins non conventionnels, un papier qui a été publié en tant que préprint, hein, c'est pas un grand papier, et de fait, voilà, je ne pense pas qu'il aurait passé facilement la barre du peer reviewing. Donc je vous invite à aller jeter un œil à ce papier-là qui est relativement court et qui reprend le travail de débunkage qui a été fait sur Twitter à l'époque, en 2023, par Nendili, alias Madame Black Sheep, aidée par Mathieu Pordio et Laurence Guénoun. Je les salue. Ceci existe, je vous invite à aller le regarder, mais nous ensemble, on va lire un autre papier qui concerne une conférence qui s'est tenue il y a maintenant 2 semaines à Strasbourg, dans un amphithéâtre universitaire, avec un panel de gens, des gens de qualité, que je n'ai pas listé dans mon papier. Il y a déjà eu un article sur cette conférence qui fait un peu jaser. Bon, j'aimerais vous donner mon sentiment. J'ai eu accès à un transcrit complet de cette journée de table ronde et j'ai relevé pour vous les moments qui me paraissent les plus dignes d'être relevés parce que ça pose problème. Alors je ne dis pas que tout ce qui a été dit dans cette conférence est à jeter de la poubelle. Je ne dis pas que ces gens sont des forcenés qui ne savent pas entendre leurs raisons. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus par ceci ou cela. Mais je dis que ça pose question et que le principal critère en science, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire confiance. Et dès qu'on ne peut plus répondre oui sans trembler des genoux, c'est qu'on a un gros problème. Et malheureusement, on se dirige là. Donc je vais vous lire juste le papier. L'article, en le commentant très très peu. Vous pourrez aller le lire sur la Monasteriste, autant faire cela. Et je remercie les personnes qui m'ont donné accès à cela, c'est-à-dire Max, Mathieu et Ombeline, notamment l'équipe de Pensée Magique. Voilà, bref, c'est parti. Donc l'article s'appelle « Médecine complémentaire à l'université, une conférence en pleine dérive ». Et voici ce qui s'est passé. Le 13 mai 2025 à Strasbourg, une table ronde s'est tenue à la faculté de médecine et de maïeutique, rassemblant médecins, universitaires, représentants d'associations antisectes et promoteurs des médecines dites complémentaires, entre guillemets. L'affiche promettait un débat d'idées, un croisement des regards, un exercice d'esprit critique, et ce que l'on a vu était tout autre chose. Un exemple criant de confusion intellectuelle, de relativisme scientifique décomplexé, et d'un entrisme pseudo-scientifique, c'est le thème central, masqué sous les atours du dialogue, le tout dans un amphithéâtre universitaire. Dès l'introduction, le ton est donné. Les pratiques non conventionnelles, donc les PSNC, les pratiques de soins non conventionnelles sur lesquelles j'ai une série de vidéos sur la tronche en biais, je vous invite à aller les voir, il y en a peu d'une dizaine maintenant. Bref. Donc les PSNC ne sont plus seulement tolérées, elles sont encadrées, universitarisées, c'est un terme qui a été utilisé, valorisées dans les entreprises et, argument massu, plébiscitées par les patients. Le message sous-jacent est clair, si ça plaît, ça se justifie. Vous avez reconnu la fallacie de l'appel à la popularité. Cette inversion des valeurs où l'adhésion populaire supplante l'évaluation scientifique est l'un des fils rouges de la soirée. Elle est érigée en légitimité par des figures centrales de l'université, comme le doyen de la faculté de médecine, Jean Sibilia, qui affirme sans ciller « Interdire de parler des choses dont on n'est pas certain de la valeur scientifique, je ne ferai pas de parallélisme, prétérition, mais on n'est pas loin de l'autodafé ou presque. Merci, docteur. » C'est peu dire que la rhétorique victimaire est bien rodée. Ceux qui appellent à la rigueur méthodologique sont associés à l'inquisition, à l'obscurantisme, voire à une croyance scientiste, accusation devenue l'argument refuge des marchands d'ignorance.
un grand moment de solitude, l'auriculothérapie et le nerf vague. Restez assis, chers amis. Il y a eu des moments gênants, celui du professeur Sibylla restera dans les annales. Je cite « On s'est longtemps moqué de l'auriculothérapie et aujourd'hui, c'est la science qui le dit, la zone auriculaire, c'est l'oreille, est la zone d'expression d'un des plus importants nerfs que l'on a, le nerf vague numéro 10. On effectue des sondes de stimulation de l'oreille externe pour la douleur chronique ou la stimulation de la réponse immunitaire. » Fin de citation, donc ça prouverait l'auriculothérapie. Voilà. Et donc ça, c'est faux, c'est confus et c'est dangereux. Explication. Ce que M. Sibylla décrit là, c'est un amalgame entre les techniques médicales validées, neuromodulation du nerf vague, et l'auriculothérapie telle que pratiquée dans les médecines dites alternatives, donc les alternatives à la médecine. Le nerf vague n'a pas de branche significative innervant directement le pavillon de l'oreille, sauf un petit rameau auriculaire, le nerf d'Arnold, qui est essentiellement sensoriel. Les études sérieuses sur la stimulation auriculaire du nerf vague n'ont rien à voir avec l'auriculothérapie énergétique de Paul Nogier. Elles utilisent des stimulations électriques contrôlées dans des cadres cliniques précis, souvent chez des patients souffrant d'épilepsie ou de dépression résistante. Et on a des sources, Badran et al. 2018, Burger et al. 2020. Aucune étude de qualité n'a validé les localisations réflexes de l'oreille utilisées par les auriculothérapeutes. La cartographie de l'oreille de ces gens est au mieux une analogie poétique, au pire une mystification. Et donc faire croire à un continuum entre auriculothérapie et neurostimulation moderne est une manipulation intellectuelle. C'est indigne d'un professeur de médecine, a fortiori s'il est doyen. Donc les références qui sont ici, vous les trouverez toutes en bas de l'article où j'ai rassemblé les sources scientifiques. Vous pourrez les vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, parce que ça pourrait arriver que je contredise un éminent professeur et que j'ai tort et que lui, il ait raison. Au long de cette soirée, on nous parle d'esprit critique, mais dans une acception pervertie. Non pas l'examen rationnel des données, mais une sorte de doute généralisé contre la science elle-même. Une volonté de s'ouvrir l'esprit au forceps. Ça n'est pas l'esprit critique, ça, c'est l'auto-immunisation idéologique. Le psychiatre Fabrice Bernat, qui est le principal auteur de l'étude dont je vous ai parlé, parce que tout est lié, fer de lance de ce brouillard sémantique affirme la chose suivante, ouvrez les guillemets. La médecine conventionnelle n'est que la médecine dominante d'un pays à un moment donné. Ce n'est pas un critère scientifique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Fermez les facs. Le docteur Bernat a décidé que la science, ça n'existait pas finalement. Cette manière de délégitimer les repères scientifiques en appelant à la complexité, à la subjectivité ou au besoin de care est une stratégie bien connue. Elle affaiblit la capacité de discernement du public en prétendant qu'il n'y aurait pas vraiment de moyen de faire une distinction claire entre science et croyance. Pour Bernat, je cite, « Le concept de fake med est une imposture intellectuelle. » Pourquoi? Parce qu'il faudrait la réserver aux produits médicamenteux qui ne soignent pas ou pas bien et jamais l'employer pour les PSNC que lui, M. Bernat, il défend. Et cette vérité, il nous la délivre ex cathedra sans argumenter le monument. Alors, fake med, c'est le petit sobriquet qu'on utilise pour désigner les fausses médecines, les médecines non prouvées. Et là, il vise une asso comme No Fake Med, qui est une asso de médecins qui, notamment en 2018, ont lutté contre les homéopathes et les lobbies de la fausse médecine et qui ont réussi à obtenir qu'on dérembourse, eux parmi d'autres, ils ont contribué à cela, et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés poursuivis devant l'ordre des médecins pour manque de fraternité, de confraternité. Donc les gens qui luttent contre les fake med, c'est juste les médecins assez honnêtes, assez rigoureux avec les sciences et assez courageux pour défendre une médecine qui prouve ce qu'elle fait avant de le faire. Mais ce serait une imposture pour M. Bernat. On le remercie du fond du cœur.
Plus loin, Bernard se porte en défense de, tenez-vous bien, la médecine anthroposophique, avec un stupéfiant mouvement de nivellement par le bas. Je cite, « C'est assez ésotérique, assez difficile à comprendre, mais vous pouvez trouver des trucs tout autant barrés dans l'homéopathie ou la médecine chinoise. Oui, en effet. Et c'est une très bonne raison de ne pas appeler ça de la médecine. » Je vous laisse relire, c'est à l'écran. De toute façon, pour M. Bernard, le vrai problème, c'est la rigidité intellectuelle de l'Occident, puisque, je cite encore une fois, ce débat sur les PSNC pointe le centrisme occidental, dans une certaine vision de la médecine basée sur le réductionnisme physico-chimique de Claude Bernard, une forme de racisme scientifique, fermez les guillemets. Je ne commenterai pas. Je vois dans ce événement un entre-soi plein de complaisance. Pascal Ingweiler, pardon si je prononce mal le nom, directeur de l'école d'ostéopathie de Strasbourg, a tenu plusieurs propos particulièrement douteux, révélateurs à la fois d'une confusion méthodologique profonde et d'une tentative d'enracinement institutionnel de l'ostéopathie au sein du système de santé. Malgré l'absence de fondements scientifiques solides. L'ostéopathie est un sujet sur lequel je vais revenir sur la chaîne le 3 juin prochain et plus tard dans la série PSNC. C'est un gros dossier, l'ostéopathie. C'est plus compliqué que l'homéopathie. On peut déjà dire qu'il n'y a pas de fondement scientifique solide à cette pratique et à la plupart des choses qui sont enseignées dans ces écoles. Donc l'intervention de M. Ingweiler, sous les airs de tempérance, voilà, on est entre gens sympas, et est truffé de passages ambigus, faux ou dangereusement rhétoriques. Je cite, « La Miviludes place l'ostéopathie au même rang que d'autres professions que je respecte énormément comme la sophrologie, la kinésiologie, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. » Et après, il ajoute que si quelqu'un ne touche pas le patient, il n'est pas ostéopathe. Et c'est ça la grande différence entre la sophrologie, la kinésiologie et l'ostéopathie, c'est que l'ostéopathe, il touche le patient. Bon, alors, sur la sophrologie, je vous renvoie vers ma vidéo. Sur la kinésiologie, je vous renvoie vers ma vidéo. Et franchement, s'il respecte profondément cette pratique-là, ce monsieur, ça pose un sérieux problème parce que la kinésiologie, on est dans du lourd. Si vous avez raté cette vidéo, vraiment, c'est du lourd. Bref, je continue les extraits de monsieur Ingweiler. Le rapport de la Miviludes dit que l'ostéopathie ne repose sur aucun fondement scientifique. Alors je veux nuancer un peu les choses car on commence à former nos propres chercheurs. On commence. Et c'est vrai que la recherche en ostéopathie est balbutiante. Plus loin, les interventions non médicamenteuses et l'ostéopathie en particulier ne peuvent être évaluées à l'aide d'une étude randomisée classique. Et ça, c'est important. Cet argument est classique chez les promoteurs de pratiques non scientifiques. Il consiste à dire que la méthode scientifique, avec ses gros doigts, elle est inapplicable à leur domaine à eux qui est beaucoup plus subtil. Et donc que son absence ne devrait pas leur être reprochée. Et en réalité, de nombreux essais contrôlés randomisés ont été réalisés sur l'ostéopathie, notamment pour les douleurs lombaires, avec des résultats globalement décevants ou peu concluants. Je glisse deux références, Ernst Kanter et Frank et al. Pourraient aller vérifier. Il dit également, ce brave monsieur, on nous reproche certaines techniques crâniennes ou viscérales, et c'est vrai qu'il faut revoir un peu tout ça. Et là, c'est beau, parce que l'aveu est timide, mais il est là, mais surtout, il n'a aucune conséquence pratique claire. Parce que ce qu'on attend de quelqu'un de responsable comme il est censé l'être, ce qu'il faudrait qu'il dise, c'est qu'on doit suspendre immédiatement l'enseignement de ces pratiques tant qu'aucune preuve robuste n'est disponible. On ne va pas enseigner n'importe quoi aux étudiants qui payent en plus leurs années d'études. Au lieu de cela, il parle de revoir, de dépoussiérer, stratégie dilatoire, qui garde intact l'arsenal thérapeutique sans en assumer la remise en cause. Une part significative de la soirée est consacrée à parler des risques de dérive sectaire, pour mieux en minimiser l'ampleur. À entendre Bernard et Florence, les dérives sont rares. Les chiffres sont peu fiables. Et ça rejoint ce qui était dit dans leur article
en 2023. Voilà. Ils reprennent cet article pour appuyer leur dire. Et c'est un peu dommage. Donc, les dérives seraient rares. Les chiffres sont peu fiables. Et les patients, ça a été dit, sont trop intelligents pour tomber dans le piège. Ce discours est non seulement déconnecté de la réalité du terrain, mais il est insultant pour les victimes de dérives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont victimes de dérives, ils ne sont pas intelligents, ils sont trop cons et c'est leur faute. Gênant. Je poursuis. C'est ignorer les rapports successifs de la Miviludes qui alertent sur l'augmentation des pratiques pseudo-thérapeutiques à visée d'emprise. C'est balayer d'un revers de la main le rapport du CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui rappelle que ces pratiques sans validation peuvent retarder les soins, désorienter les patients et conduire à des mises en danger. Et pendant ce temps, à la tribune, des figures universitaires expliquent calmement que la médecine anthroposophique, malgré ses croyances en la réincarnation et le karma, peut très bien cohabiter avec l'hôpital public. Puisque dire le contraire serait en quelque sorte raciste, selon M. Bernard. Je cite, « En Suisse, il y a un enseignement universitaire de la médecine anthroposophique. » Vous considérez donc que les Allemands et les Suisses sont des irrationnels, des perchés? Ça peut être rassurant de penser que l'étranger est bête, stupide, mais moi, j'arrive pas à me dire ça comme ça. Le niveau de sophistique est redoutable. C'est terrible d'entendre un truc pareil. Bon. Autre chose grave, le mythe du moral qui soigne. Je cite une personne présente dans la soirée. À ce moment-là, dans l'article, je critique fortement une phrase qui a été prononcée dans la table ronde, mais j'ai, après l'enregistrement, pu échanger avec la personne qui l'a prononcée et qui en fait retire le terme parce qu'elle reconnaît que c'était mal formulé, c'était pas comme ça qu'il fallait le dire et que c'était faux. Je vais néanmoins laisser la contradiction que j'apporte à cette phrase parce que c'est une phrase que l'on retrouve régulièrement dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui apparaît à l'écran en miniature pour en parler parce que ce type de phrase-là, on ne s'en débarrassera pas si on n'en fait pas l'examen critique de manière répétée. Donc c'est une occasion que j'utilise pour le faire. On sait que les patients atteints de cancer, s'ils ont l'espoir, la force, l'envie de guérir, ils ont plus de chances de guérir. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas mesurer, mais on sait que le moral joue. Fin de citation. Cette phrase est illustration typique d'un mythe tenace, émotionnellement séduisant, mais scientifiquement faux. De nombreuses études rigoureuses ont montré que l'état psychologique n'a pas d'effet démontrable sur la survie au cancer. Référence Coyne et al. 2007. Le moral peut améliorer la qualité de vie, mais il ne guérit pas. Il s'agit d'un mythe particulièrement toxique puisqu'il culpabilise les malades, légitimise les pseudothérapies fondées sur la pensée positive et ouvre la voie au discours déviant du type « vous avez créé votre maladie avec vos émotions » qu'on rencontre partout dans l'offre de soins alternatifs que ces gens veulent défendre. Ce n'est pas du soin, c'est de la pensée magique. Qu'est-ce que dit la science? Coyne et al. 2010. On conduit une méta-analyse rigoureuse et conclut que les preuves d'un lien entre bien-être émotionnel et survie sont faibles, voire inexistantes. Spiegel et al. 2007, qui avaient autrefois suggéré un lien potentiel, ont revu leurs conclusions dans les études ultérieures qui n'ont pas reproduit l'effet. J'ai publié une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet-là, sur est-ce que le moral aide à guérir et pourquoi c'est un discours très violent pour les malades. Poursuivons. À force de vouloir intégrer toutes les pratiques parce que les gens les aiment, on renverse la logique du soin. Ce n'est plus la médecine qui guide les choix thérapeutiques, c'est la demande, fût-elle dire rationnelle, qui redéfinit la médecine. L'université, en acceptant d'enseigner l'homéopathie, l'auriculothérapie et la médecine anthroposophique, parmi diverses choses, participe activement à leur blanchiment épistémologique. Et donc, notre université ne joue plus son rôle dans la lente et exigeante édification critique des savoirs, mais elle devient un amplificateur de croyances populaires. Je cite, «
On voit les effets biologiques de la méditation sur le système nerveux, donc ça valide son usage thérapeutique. Cette phrase nous vient du docteur Gérard Bloch, ou Bloch, je ne sais pas, responsable du DU de méditation de pleine conscience. Donc, il plaide pour sa paroisse. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas s'autoriser à prononcer une telle phrase. Pourquoi ? Parce qu'un effet biologique observable, modification en IRMF, marqueurs physiologiques, etc., ne prouve pas une efficacité clinique thérapeutique. Beaucoup de choses produisent des effets biologiques sans pour autant avoir un impact mesurable sur les symptômes ou la pathologie. Une activation neuronale n'est pas la même chose qu'une amélioration clinique. S'il ne le sait pas, je suis très très gêné qu'il enseigne, ce monsieur. Je poursuis. Le CUMIC, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui co-organise l'événement, est une organisation de promotion des pratiques de soins non conventionnels. On le retrouve à la manœuvre dans les publications qui tiennent plus du lobbying que de la science. Et là, je veux parler de cette étude-là. Donc, qu'est-ce que je dis ? Une prépublication signée Bernat et al. Sur medRxiv tente de relativiser l'ampleur des dérives liées aux médecines alternatives en France. En prétendant que leur usage est stable et que les dérives seraient surestimées, les auteurs proposent une lecture polyphonique, entendez, floue, des données disponibles. Problème, la méthodologie mêle sources hétérogènes sans hiérarchie de fiabilité, minore les signalements pourtant bien réels de la Miviludes et repose sur des comparaisons bancales d'enquêtes aux définitions variables. À cela s'ajoute l'absence de déclaration de conflit d'intérêts alors que plusieurs auteurs sont liés à des institutions promouvant ces approches. Cette étude n'est pas simplement fragile, elle participe à une tentative de normalisation discursive des médecines non validées en contestant les alertes institutionnelles sans contre-preuve rigoureuse. Une posture incompatible avec l'exigence de médecine fondée sur les preuves. Et donc le debunk, il a été réalisé par Madame Black Sheep dans 2 threads sur X qui sont là et sur lesquels je m'appuie pour rédiger l'autre article qui est déjà publié. Mais ça a déjà été dit, donc je me répète, je continue et je conclus. Cette table ronde n'a pas été un espace de dialogue, mais un exercice de confusion. Elle témoigne d'un climat inquiétant, où la science doit s'excuser d'exister, où les faits sont renvoyés dos à dos avec les croyances et où l'université semble se prêter à un jeu dangereux, celui de faire de l'ésotérisme une option thérapeutique parmi d'autres. Il était question d'esprit critique ici ou là, mais c'est une parodie, une pantomime, on fait comme si. Et donc, moi je lance un appel, je pense que nous avons besoin collectivement d'universités qui défendent la méthode scientifique et qui ne la relativisent pas. D'enseignants qui forment à reconnaître les dérives, non à les intégrer. D'une culture de la preuve, pas d'une culture du « et pourquoi pas ». Et d'un système de santé qui écoute les patients, certes, mais sans renoncer à sa mission de discernement. L'Université de Strasbourg, déjà défavorablement connue pour l'entrisme des fausses médecines dans ses cursus, a raté une belle occasion d'être à la hauteur des missions de l'institution respectable qu'elle est censée être, qu'elle devrait être, et qu'elle pense sans doute être, et que j'espère elle pourra devenir. Voilà, donc les sources sont ici, les sources sont également dans la description de cette vidéo, où je vous mets le lien vers l'article. Je suis preneur de vos avis. Est-ce que je suis trop dur ? Est-ce que je suis extrémiste dans ma critique ? Est-ce que vous pensez que cette table ronde, elle se justifie ? Est-ce que vous avez un avis différent du mien et différent du leur ? La section commentaire est là pour vous. Merci de l'utiliser de manière raisonnable, calme et gentille. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui aident à ce que mon travail se poursuive de manière indépendante avec un soutien via les plateformes de financement. Les liens sont dans la description, Ulule, Tipeee, Patreon. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je peux travailler.
Pensez à partager la vidéo si elle vous intéresse. Pensez à activer la cloche pour les prochains rendez-vous. Abonnez-vous, réabonnez-vous, aimez-vous les uns les autres. Faites attention, faisons tous attention, tous, aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. Et sur ce, chers amis, à bientôt. Des bisous.